Bonjour, aujourd'hui nous allons voir deux exercices sur le théorème d'Ampère. Alors le premier, ça va vous rappeler ce qu'on avait en cours. En cours on avait vu un fil indéfini parcouru par un courant I. Mais le fil n'avait pas de rayon, c'était une approximation. Maintenant on va considérer un fil avec un rayon et parcouru par une densité volumique J. Tiens, attends, je vais prendre l'autre pointeur, je pense que vous verrez mieux. Crayon, voilà. Et donc, on nous pose quelques questions, à savoir déterminer les plans de symétrie et d'antisymétrie, on déduire les composantes et combien vaut le champ en un point de l'axe. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est parler des invariances. Troisième question, c'est déterminer le champ magnétique en appliquant le théorème d'Ampère. Ok. Voilà, donc nous avons une densité qui est uniforme. En fait, on ne nous l'a pas dit dans l'énoncé qu'elle était uniforme, mais ça c'était juste un oubli. La densité, elle est uniforme. Sinon, il faudrait changer des choses. Je vous dirai tout à l'heure ce qu'il faudra changer. Mais bon, première question, c'est est-ce qu'il y a des plans de symétrie ou d'antisymétrie? Voilà, ici c'est le cylindre, il est infini, indéfini, il a une longueur infinie. Il est évident que si on prend un point M n'importe où, je le mets ici par exemple, il faut voir déjà que il y a des personnes qui disent oui, mais si vous le prenez là, c'est déjà un cas particulier parce qu'il est sur le plan de la figure. Alors que si on le prend par exemple un petit peu avant, en dehors du plan, c'est un autre cas. Non, c'est toujours la même chose parce que vous prenez le point M où vous voulez. Bon, il y aura un plan qui va contenir le point M et l'axe. D'accord? Et c'est ce plan-là qui sera le plan de la figure. Vous voyez? Donc, ce plan est un plan, à l'évidence, un plan de symétrie. Par exemple, ici, sur cette figure, la moitié du cylindre, si vous voulez, qui est de ce côté-là, a pour symétrique l'autre moitié. Enfin bon, vous voyez que c'est un plan de symétrie. D'ailleurs, en vérité, n'importe quel axe, n'importe quel plan passant par l'axe Z est un plan de symétrie. Mais il ne nous intéresse pas. Je veux dire, il me faut un plan qui passe par le point M. Or, il y a un seul plan qui passe par M et qui contient l'axe. C'est un plan de symétrie. Et on sait que si un point M appartient à un plan de symétrie, le champ B en ce point-là, il est perpendiculaire à ce plan. Voilà, c'est ce qu'on écrit dans cette... c'est ce qu'on écrit ici. Et être perpendiculaire au plan, ça veut dire être porté par la direction EφI, si on travaille en coordonnées cylindriques, comme on nous le demande d'ailleurs dans l'énoncé. Si le point M est ici, le vecteur euro est là, ça c'est euro, EZ il est là, et EφI est donc perpendiculaire. Très bien, euro, c'est ça, euro, EZ il est ici. Et donc EφI est perpendiculaire, et pour que ce soit un trièdre direct, il faut qu'il pénètre dans la figure. Voilà, c'est ça, c'est un plan de symétrie, et vous voyez que c'est très puissant, puisque ça nous a donné dès maintenant la direction du champ B. Alors, en fait, ça nous donne la direction, mais pas le sens. Pas le sens. Le sens sera avec le calcul. C'est le calcul qui va nous donner le sens de B. C'est-à-dire, est-ce que finalement le champ B sera orienté selon plus EφI ou moins EφI? Ça, on le verra tout à l'heure.
Ça revient à dire que dans cette expression, lorsque j'écris B égale B phi, ce B-là, en fait, c'est la valeur algébrique. Il faudrait le mettre avec une barre dessus. Bon, j'ai pas mis la barre, mais cela veut dire qu'il peut être aussi bien positif que négatif. On n'en sait rien pour l'instant. Bon, alors, de toute façon, s'il est porté par E phi, c'est que les composantes sur ρ et sur z sont nulles. Voilà. Et c'est ce qu'on écrit ici. Les deux composantes B-ρ et BZ sont nulles. Voilà. Et par ailleurs, on me demande de voir combien vaut le champ en un point de l'axe. Si je prends un point ici, hein, le cylindre il continue, hein, il va jusqu'à l'infini. Si je prends un point sur l'axe, c'est-à-dire là où ρ est égal à 0, bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va cette fois-ci exister une infinité de plans qui passent par M et qui contiennent l'axe Z. Oui, rappelez-vous tout à l'heure, je vous avais dit, il existe un seul plan qui passe par M et par l'axe Z. Oui, ça c'était valable pour un point M justement qui n'appartient pas à l'axe. Mais s'il appartient à l'axe, eh bien, il y en a une infinité. Il y a une infinité de plans de symétrie. Mais alors, le champ B en ce point-là, au point M, il doit être perpendiculaire à chacun de ces plans. Donc il doit avoir une infinité de directions. Bon, vous en connaissez plusieurs, vous, des vecteurs qui ont une infinité de directions? C'est pas possible. Il n'y a que le vecteur nul qui a toutes ces directions à la fois. Enfin, on peut dire qu'il n'a pas de direction du tout, ou bien qu'il a toutes les directions possibles. En tout cas, c'est donc le vecteur nul, et c'est comme ça qu'on a démontré qu'en un point de l'axe, le champ magnétique est nul. Et vous avez vu, on a fait ça sans aucun calcul, juste par des considérations de symétrie. Très bien. Alors, oui, ici, une petite remarque, c'est si on revient à ce cas-là, le point M, il est ici, et le champ, et le cylindre, il continue jusqu'à l'infini, très bien. Bon, est-ce qu'il existe, à part ce plan de symétrie, est-ce qu'il existe un autre plan qui soit, allez, je vous le dis, qui soit d'antisymétrie, celui-là? Oui, très bien, vous le voyez, c'est le plan perpendiculaire à la figure et qui passe par M. D'accord? Enfin, je fais avec ma main comme ça, mais vous ne me voyez pas. Bon, voilà, je crois que les paroles sont suffisamment claires. Un plan perpendiculaire au plan de la figure et passant par M. C'est effectivement un plan d'antisymétrie. Le cylindre, je vous rappelle encore une fois, il est infini. Et le sens de la flèche qui donne le courant change lorsqu'on fait le symétrique. C'est donc un plan d'antisymétrie. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour le champ en ce point M? Eh bien, si le point M appartient à un plan d'antisymétrie, ça veut dire que le champ est contenu dans ce plan. Eh ben oui, voilà, donc ça confirme qu'il est porté par E phi. E phi, c'est effectivement un plan, E phi est un vecteur qui est contenu dans le plan d'antisymétrie. C'est-à-dire ici, c'est le plan défini par E rho et E phi. D'accord? E phi appartient à ce plan-là, bien sûr. Voilà. Bon, mais c'était beaucoup plus efficace de parler du plan de symétrie. Hein. On a parlé du plan d'antisymétrie, c'était juste une remarque pour confirmer la première question, en disant c'est cohérent avec la première question. Voilà, on a dessiné ici le plan d'antisymétrie, voilà, qu'on appelait PAS, P indice AS. Et le cercle en pointillé que vous voyez là, c'est une ligne de champ. Ça matérialise les directions de B. B est toujours tangent à cette ligne de champ. Voilà. Puisqu'il est porté par E phi. Bon, j'ai mis la deuxième question ici, parce qu'en fait je l'avais oublié, j'avais oublié de l'écrire, parler de des invariances.
Donc voilà, on suit la flèche, on arrive ici. La distribution de courant, ici c'est particulièrement évident, elle est invariante par une translation dans la direction OZ. C'est-à-dire si vous prenez ce cylindre et vous le translatez le long de Z, il n'y a rien qui change. Et aussi par toute rotation autour de l'axe OZ. Évidemment, si vous faites tourner le cylindre sur lui-même, rien ne change, puisque la distribution est uniforme. Dans ces conditions, nous savons que lorsqu'un système est invariant par des opérations, alors toutes les grandeurs physiques ne dépendent pas des coordonnées correspondantes. C'est-à-dire ici, si j'applique ça pour le champ B en un point M, normalement, il dépend des trois coordonnées au point M, ρ, φ et Z. Mais ici, puisqu'il ne dépend pas de la translation sur Z, il ne dépendra pas de Z. À cause de ou grâce à la rotation, il ne dépendra pas de φ. Et donc, il reste B de ρ. Voilà. Je vous avais dit en cours qu'on pouvait aussi voir les choses autrement, plutôt que de déplacer le cylindre, la distribution de courant, dans ces translations ou ces rotations. On peut aussi laisser la distribution là où elle est et déplacer le point M. Par exemple, pour une translation, imaginez que je pars d'ici, du point M, et je descends en gardant Z constant, et je viens jusque là. Vous voyez que ces deux points, ils voient exactement la même distribution. Donc, le champ est bien entendu le même. D'un autre côté, si vous partez de ce point et vous tournez autour de l'axe OZ, vous amenez le point M, par exemple, vous l'amenez ici. Bon, ces deux points-là, ils voient exactement la même distribution aussi. Le cylindre est à la même distance de ces deux points, la distance ρ. Donc, le champ magnétique va être le même. Et ainsi, il ne va dépendre ni de Z ni de φ. Voilà. Troisième question. Eh bien, on demande d'appliquer le théorème d'Ampère. Ok, vous savez que la première des choses, c'est de déterminer la courbe d'Ampère. La courbe d'Ampère, comment on va la choisir? Eh bien, on va la choisir de façon à ce que le calcul de la circulation soit facile. Le théorème d'Ampère, il est là. Il nous dit que la circulation de B est égale à mu0 I. I, c'est la somme des courants enlacés. La somme algébrique des courants enlacés. Bon, nous, on va calculer directement cette circulation. Et donc, pour cela, j'ai besoin de choisir le contour C de façon à ce que ce calcul soit simple. Alors, premièrement, je vais choisir la circulation pour que B et DL soient collinaires. Comme ça, j'éliminerai les flèches et j'aurai un simple produit. DL, c'est le déplacement élémentaire sur la courbe. Et la courbe qui est orientée, ça nous donne le sens de DL. La direction de... Non, le sens de DL. Voilà. Et à part ça, on va choisir, en fait, une courbe telle que le point B soit constant sur cette courbe. Et ce qui me permettra de le sortir de l'intégrale. Ici, vous voyez que puisque B ne dépend que de ρ, il faut que je choisisse ρ égale constante. Et donc, vous voyez que ça correspond à un cercle. Un cercle de rayon ρ. Et bien entendu, à ce moment-là, B et DL, tous les deux auront la direction de EφI. Et voilà. Voilà, ça, ils ont toutes les directions de EφI à condition, je ne l'ai pas marqué ici, de choisir un sens qui est comme ceci. Voilà. Ça ce n'est pas le courant. Le courant, il est ici, il est dans le cylindre. Ça, c'est le sens de parcours sur C. On va dire, c'est le sens positif de parcours. Voilà, je parcours dans ce sens. Donc, DL aura ce sens-là qui est celui de EφI.
Dans ces conditions, la circulation de B, bon, j'ai le produit scalaire BDL, ça va me donner simplement le produit BDL, puisque tous les deux sont portés par phi. Voilà, c'est écrit ici. Sont portés par phi. Bien. Et l'intégrale de BDL, je peux la déterminer facilement en fonction de B, puisque B est constant, puisque ρ ne change pas. Donc j'ai B fois l'intégrale de DL, et l'intégrale de DL, eh bien c'est le périmètre du cercle, c'est-à-dire de pi ρ, puisque c'est un cercle de rayon ρ. B de pi ρ. Très bien, voilà, je viens de calculer cette partie-là, le membre à gauche, c'est B fois 2 pi ρ. Maintenant, je dis c'est mu0 fois I. I, je rappelle, c'est la somme du courant qui passe à travers une surface limitée par C. D'accord? Alors, la relation qui est là, c'est que si j'appelle cette surface S, I, c'est donné par le flux de J à travers cette surface. D'accord? Ici, J et ds, tous les deux sont portés par EZ. Oui, j'ai pris pour surface la surface pleine limitée par le cercle. D'accord? C'est donc un disque d'axe OZ. Et donc les ds sont tous pour direction EZ. Voilà, et donc l'intégrale J ds, J étant constant, je le sors, ça fait J fois l'intégrale de ds. Bon, maintenant, l'intégrale de ds, vous allez me dire, bon ben c'est S, ce qui est vrai, mais quel S? Ce n'est pas nécessairement toute la surface limitée par la courbe de Gauss. Effectivement, vous allez voir ça sur un dessin, il y a deux cas distingués, attention, il y a deux cas. Je les ai dessinés à gauche et à droite. Bon, d'abord à gauche, on prend le cas où ρ est inférieur à grand R. C'est-à-dire là, vous voyez le cylindre avec une distribution volumique J, et le point M, il est à l'intérieur. Donc la courbe C, elle est ici. Voilà. Et la surface en question est là. Donc, c'est ce qui est assuré. Et vous voyez que toute la surface assurée est concernée par les vecteurs J. Je veux dire, il y a des vecteurs J qui passent partout dans cette surface. Et la surface S qui apparaît dans l'intégrale tout à l'heure, bon ben, c'est celle-là. C'est donc pi ρ au carré. Pas de problème. Mais dans la situation de droite où le point M est à l'extérieur, normalement, la surface devrait être la surface, comment on va dire, limitée par C. C'est toute la surface qui est là. Le pi ρ au carré, cette fois-ci, c'est le grand disque. Oui, mais dans le grand disque, il y a une partie qui n'est pas transpercée par un courant. Le courant, il passe uniquement ici, c'est-à-dire dans le disque de rayon R, dont la surface est égale à pi r au carré. Et c'est pour ça que je vois que ce S-là, eh ben, il est égal à pi ρ au carré si ρ est inférieur à R. Et il est égal à pi r au carré si ρ est supérieur à R. D'accord? Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Aïe, j'ai mis un point. Bon, voilà. Eh bien, maintenant on applique le fait que le flux qu'on a calculé à gauche, ça nous avait donné B fois 2 pi R, enfin 2 pi ρ, hein, on l'appelait ρ. Pourquoi je l'appelle R ici? 2 pi ρ qui est égal à mu0 fois I. Et I qui est, bon, soit cette expression, soit celle-là. Donc vous voyez qu'en vérité, il y a deux cas. Mu0 J ρ sur 2, porté par phi. Ça, c'est dans le cas où ρ est inférieur à R. Ou bien mu0 J r au carré sur 2 ρ, porté par phi, si ρ est supérieur à R. Voilà. Voilà le résultat. Et vous voyez qu'on retrouve, je l'appelle toujours R, ça c'est ρ
on retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure, que lorsque ρ est égal à 0, c'est-à-dire on a moins de l'axe, eh bien le champ est nul. Regardez, si ρ est égal à 0, eh bien le champ est nul. Et là, il y a des étudiants qui me disent, oui, mais si on fait ρ égale 0 ici, c'est-à-dire si on fait ρ qui tend vers 0 ici, on va trouver l'infini. Eh oui, non, mais ça va pas. Écoutez, Aslan, vous ne pouvez pas faire ρ qui tend vers 0 ici, parce que cette expression-là, elle n'est valable que si ρ est supérieur à r. D'accord? Donc, si ρ tend vers 0, ben, toute cette expression, vous ne devez pas la voir. C'est celle-ci qu'il faudra voir. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui. Juste un truc oralement que je vous dis, mais qui est très intéressant à regarder. C'est retrouver retrouver le résultat qu'on avait trouvé pour le fil indéfini. Le fil qui avait pour rayon R égale à 0. C'est-à-dire parcouru par un courant I. On ne parlait pas de densité J. C'est-à-dire qu'ici, il faudrait que grand R tende vers 0. Alors si grand R tend vers 0, vous voyez que cette partie-là déjà n'existe plus. Vous ne pouvez plus avoir une distance positive inférieure à 0. Donc tout ça va disparaître. On aura un seul cas, c'est celui-ci, mais avec R qui tend vers 0. Vous allez me dire, ah mais si R tend vers 0, pour un ρ fini, toute cette histoire-là va tendre vers 0. Oui, non mais si R tend vers 0, la densité J, elle doit tendre vers l'infini. Elle doit tendre vers l'infini. Et si vous faites ça, vous multipliez par pi, vous divisez par pi, etc. Bon, on finira par retrouver l'autre résultat. Vous pourrez le voir à d'autres moments, mais ce que je vous demande simplement de retenir ici, c'est que la situation où R tend vers 0, pour une densité volumique, où finalement il n'y aura plus de volume, hein, R qui tend vers 0, et ben ça va correspondre à un J qui est infini. Et ça va vous donner un courant filiforme. Comme il y a un autre cas intéressant, qui est ce qu'on appelle un courant surfacique, où cette fois-ci, vous avez par exemple, pour simplifier, vous avez une plaque d'épaisseur E, et vous avez une densité de courant qui circule dans cette plaque. Bon, faites maintenant tendre E vers 0, l'épaisseur. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle une nappe de courant, un courant qui va circuler sur toute la surface, qu'on appelle un courant surfacique. C'est un cas intéressant aussi. Mais bon, pour l'instant, allons à l'essentiel. Je crois qu'on a fini. Voilà, on a fini. On aurait pu tracer la courbe. Vous avez ici une dépendance linéaire, puis une dépendance en 1 sur ρ. Bon, voilà. Ok, eh bien, exercice 2, on va passer à la bobine torique, à section carrée. Bon, peut-être le mieux, c'est de remonter à l'énoncé. L'énoncé que voici. Nous avons un tore. Bon, d'abord, c'est quoi un tore? Un tore, regardez, imaginez Shunja, un beignet. Un beignet, et vous enroulez un fil autour de ce beignet. Ou là, imaginez une chambre à air. Vous savez, avec les chambres à air, avec les pêcheurs qui montent dessus, qui rentrent dans la mer. Bon, une chambre à air, et vous enroulez un fil dessus. Vous allez avoir un tore, mais cette fois-ci, les spires, elles seront circulaires, dans le cas de la chambre à air. Ici, les spires sont rectangulaires. C'est-à-dire que le bord ici n'est pas arrondi, c'est un bord droit. Hein, tous les bords sont droits. Et bon, par contre, vous avez un cercle ici. Ok, la spire est rectangulaire, ce qu'on voit parfaitement ici, si on fait une coupe, hein, on coupe le tore, vous voyez ici la spire carrée avec un enroulement, par exemple un fil qui fait ça, il descend, voilà, quand il va remonter, en vérité, voilà, c'est pas très bien dessiné, mais en vérité, ça va venir là, puis hop, en fait ça va tourner. Voilà,
j'espère que vous voyez bien comment ça se passe. Avec le courant qui circule, bon ben écoutez, on a le choix. Ici, on nous dit qu'il circule de l'intérieur du tore, enfin, disons, du côté de l'axe vers l'extérieur, d'accord? Et puis il descend, il revient vers l'axe, puis il remonte, et ça recommence, etc. Bon ben, on nous dit qu'il y a n spires qui sont régulièrement distribués. Ok. Alors les questions, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire dégager les plans de symétrie et d'antisymétrie, question 1. Question 2, déterminer, parler des invariances. Question 3, déterminer le champ, donc en appliquant le théorème d'Ampère. C'est exactement les mêmes questions que tout à l'heure. On descend à la solution que voici. Voici la bobine torique. J'ai dessiné ici une seule spire, un cadre. Ok? Et ça continue. Donc on va essayer de voir d'abord les plans de symétrie. Je crois qu'il est clair que si vous prenez n'importe quel plan qui contient l'axe delta, c'est un plan de symétrie. Alors, regardez, c'est un plan de symétrie et ce n'est pas un plan d'antisymétrie, comme certains le pensent. Regardez, si vous prenez un courant qui va par là, dans cet élément de la spire, cet élément-là, par rapport à un plan qui va passer par le milieu, eh bien, il aura, par le milieu du tore, il aura pour symétrique de l'autre côté, voilà. Ah pardon, il va ici. Voilà. Vous voyez, tout ça c'est une droite. Enfin, c'est sur une droite. Le symétrique de ce segment, c'est ce segment-là. Et la flèche, eh ben, elle sera dans l'autre sens. Oui, mais le courant, il circule effectivement comme ça. Et vous pouvez le répéter pour tous les éléments. Hein, tout ça, c'était par rapport à un plan, si vous voulez, qui est là. D'accord? Enfin, dans la trace, c'est ici. Hein. C'est donc un plan symétrique. Or, si vous prenez maintenant n'importe quel point M, je fais le même raisonnement que tout à l'heure, il va exister un plan qui va passer par M et delta. Et donc, ce plan-là sera un plan de symétrie S. Le champ B sera perpendiculaire à ce plan. Il va donc être porté par phi. Comme tout à l'heure. Il est porté par phi. Alors, on fait une confirmation, oui, comme tout à l'heure, en regardant le plan Q qui est perpendiculaire à delta. Et qui passe par le milieu du tore. Ah oui, si je prends un point M ici, par exemple, là. Si je prends un point M là, et si je regarde le plan perpendiculaire à delta, qui passe par M, vous voyez, c'est ce plan-là. Est-ce que ce plan est un plan de symétrie ou d'antisymétrie? Ben non, parce que, regardez, toute cette partie-là aura pour symétrique cette partie-là, mais là, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de fil. Par contre, je peux le faire pour un point M qui est ici, qui est exactement au milieu. D'accord? Alors, effectivement, ce plan, ça sera un plan d'antisymétrie. Parce que le symétrique de la moitié du segment, bah, c'est l'autre moitié, mais le sens de la flèche va changer. Et donc, ça sera un plan d'antisymétrie, et le champ B devra être contenu dans ce plan, ce qui est le cas, puisqu'il est porté par phi. Bon, ben, c'était simplement une confirmation, voilà, c'est une confirmation. C'est ce que je viens de vous raconter ici. Et donc, voilà. Sur ce dessin, on a représenté... ah oui, ça c'était juste pour vous rappeler les vecteurs de la base. Je veux dire, on a un point M, le vecteur euro est porté par cette direction, le vecteur phi est perpendiculaire. Voilà. Si vous changez de point M, bah, vous changez euro et phi. Voilà.
Alors, oui, cette fois-ci, je ne l'ai pas oublié la question 2. On va parler des invariances. Bon, il est clair, si je reviens à mon dessin ici, il est clair que la distribution est invariante par une rotation de n'importe quel angle phi autour de delta. C'est clair, si vous tournez comme ça, chaque spire prend la place de l'autre, de la voisine. Donc il n'y a absolument rien qui change. Par contre, il est tout aussi clair qu'il n'y a pas invariance par translation le long de delta. Si vous faites une translation du tore, vous l'amenez ici en haut, eh bien en haut il n'y avait rien du tout. Le tore, il va se retrouver là où il n'y avait rien, et là où il y avait le tore, maintenant il n'y aura rien, donc ce n'est pas du tout invariant. Il y a simplement une invariance par rotation, et donc toutes les propriétés physiques, en particulier la valeur du champ magnétique, sera indépendante de phi. Voilà. C'est ce qu'on a dû probablement écrire ici. Voilà. B, la valeur, le module de B, la valeur algébrique ici de B, elle ne dépend pas de phi, elle dépend de ρ, et a priori, elle dépend de Z. Vous verrez qu'en fait, ça ne dépendra pas de Z. Disons, ça ne dépendra pas explicitement de Z. Vous verrez tout à l'heure ce que je veux dire par là. Pour l'instant, on garde que donc B dépend de ρ et de Z, et qu'il est porté par E phi. Voilà. Bon, troisièmement, on va appliquer le théorème d'Ampère en commençant par choisir une courbe orientée. Comme tout à l'heure, je vais utiliser la symétrie du problème pour me dire que je cherche à calculer facilement la circulation de P. C'est-à-dire, je vais demander à B et à DL d'être collinéaires et à B d'être constants. C'est-à-dire, je cherche le lieu des points où, lorsque, je veux dire, quels sont les lieux des points où ρ et Z sont constants. Hein? C'est ce qu'il faut pour que B soit constant. Bon, le fait que Z égale constante, c'est-à-dire qu'on est sur un plan. Il y a un plan perpendiculaire à l'axe delta. Dans ce plan-là, si ρ est égal à constante, ça veut dire que c'est un cercle. Ok? Et si c'est un cercle, à ce moment-là, les éléments dl seront portés par E phi, ou moins E phi, ça dépend du sens que je vais prendre, le sens de parcours. Mais en tout cas, B scalaire E phi sera simple, puisque B est porté par E phi. Donc, moi, je vais choisir le sens où... alors, ça, c'était la fin de la phrase, hein, de rayon OM égale ρ. Le rayon, c'est ça. Théorème d'Ampère, il me donne ceci. IT, c'est le courant total algébrique, enfin c'est la somme algébrique des courants enlacés qui traverse la surface limitée par C, voilà. Donc oui, moi j'ai choisi le sens de parcours sur C de façon à ce que DL soit porté par E phi, et donc B scalaire DL est égal à BDL tout simplement. Si j'avais pris l'autre sens pour C, j'aurais ici moins BDL, mais en fait, le résultat final sera le même. Il suffit que vous fassiez des calculs cohérents. Donc ici, c'est plus BDL. Ok. Alors, quand B reste constant sur C, c'est exactement la même démarche que tout à l'heure. Eh bien, la circulation de BDL, qui va être égale à l'intégrale de BDL sans les flèches, et comme B est constant, je le sors de l'intégrale, voilà, et l'intégrale de DL, eh bien c'est 2 pi ρ. Voilà, P fois 2 pi ρ. Bon, maintenant, et c'est là où, disons, la différence avec tout à l'heure se passe maintenant, c'est là peut-être les choses que certains d'entre vous ont du mal à voir, eh bien, c'est qu'il va falloir déterminer ce courant, c'est la somme algébrique des courants transperçant la surface limitée par la courbe d'Ampère. Et bien là aussi, je vais distinguer deux cas. On va peut-être commencer par quoi on va commencer?
On va commencer par la situation de droite, lorsque le point M est à l'extérieur. Alors, ce que j'appelle l'extérieur du tore, c'est ce qui n'est pas à l'intérieur. Oui, mais ce que je veux dire, regardez, si je remonte à mon dessin qui était là, l'extérieur du tore, c'est donc ici, ou là, etc. Mais c'est aussi ici, vous voyez, à l'intérieur du trou. Le trou qui est là, je suis à l'intérieur du trou, je suis à l'extérieur du tore. On est d'accord? Bien, redescendons. Donc c'est ici. Lorsque je suis à l'extérieur du tore, bon, par exemple ici, si je suis complètement, vous voyez, je suis à une altitude qui n'est pas concernée par le tore. Voilà, le point M'. Vous voyez, il n'y a pas de, vous voyez bien qu'il n'y a pas de courant qui passe à travers la surface limitée par C'. Donc le courant est nul. Que le point M' soit là, ou là, ou là, ou là, enfin partout ici, ou bien partout là-haut, il n'y aura même pas de courant qui vont passer à travers. Donc voilà, en M', je dis le courant total est nul. Par contre, si vous prenez un point M ici, qui est à l'altitude, à une altitude comprise entre les deux extrêmes du tore. Vous voyez ici. La surface limitée par la courbe C, qui est donc le grand cercle, eh bien cette surface-là, vous voyez qu'elle est transpercée, qu'elle est percée par certains courants. Intéressons-nous d'abord à l'aspire qui est devant là, la première. Regardons ce bout-là de l'aspire. On a dit que le courant circule dans ce sens, de l'axe vers l'extérieur. Eh bien, est-ce que ce courant passe à travers la surface limitée par l'aspire, par la courbe, la surface limitée par la courbe? Non, il lui est parallèle. Donc, il ne passe pas à travers. Je ne le compte pas. Celui-là, non plus, il est parallèle, il ne traverse pas la surface. Très bien. Celui-là, celui-là, oui, il va traverser la surface. Celui-là aussi, il va traverser la surface. Mais attention, celui-là, il traverse la surface de bas vers le haut. Le courant, il est dans ce sens. Alors que ici, c'est dans l'autre sens. C'est comme ça. Or, je dois les compter algébriquement. C'est-à-dire, il y en a un qui va être compté positivement, l'autre qui va être compté négativement. Donc, je vais avoir plus I, 0, moins I, 0. Et je passe à l'autre spire. Je vais avoir plus I, 0, moins I, 0, etc. Donc, ce sera toujours plus I, moins I, plus I, moins I, plus I. Et quand je fais la somme de tout ça, je trouve 0. Donc, quel que soit le point M qui est situé à l'extérieur du tore, le champ magnétique est nul. Voilà. Bon, je vous disais, s'il y en a un qui est compté positivement, l'autre qui est compté négativement, lequel est porté positivement, lequel est porté négativement, on va en parler dans le cas de gauche. Mais vous voyez que ça n'a aucune importance pour l'instant, je veux dire, puisque de toute façon, il s'annule. Donc, c'est même pas la peine d'en parler. On va en parler ici à gauche. Donc, cette fois-ci, le point M est à l'intérieur du tore. Alors, je dis vraiment l'intérieur, hein, il est comme ici, par exemple, à l'intérieur. Donc là, vous voyez le cercle C. Alors que j'oriente, pour justement décider quels sont les courants positifs, quels sont les courants négatifs, ici, vous voyez que si j'oriente la courbe dans ce sens, vous utilisez votre main droite, et vous verrez que la normale à la surface qui est ici est dirigée vers le haut. Donc, il faudra que je compte positivement les courants qui vont vers le haut. Très bien. Et je regarde maintenant quels sont les courants qui vont percer. Pardon. Quels sont les courants qui vont percer cette surface. Alors, comme tout à l'heure,
celui-là et celui-là avec un courant qui va par là. Hein, ça tombe comme ça. Ces deux courants que je viens de dessiner, ils ne traversent pas la surface. Les fils sont parallèles à la surface. Donc il faut pas les compter. Par contre, celui-là, oui, et en plus je le compte positivement, puisque le courant il va vers le haut, donc plus I, et celui-là, eh bien celui-là ne traverse pas la surface. La surface, elle est ici, hein, elle est limitée par la courbe C. Vous voyez? Donc celui-là, il ne traverse pas. Donc je vais compter pour cette spire, pour la somme des courants, je vais compter I, 0, 0, 0. Ensuite, il y aura encore plus I, pour la spire d'à côté, plus 0, 0, 0. Plus I, 0, enfin, pour chaque spire, je vais avoir un courant I. Et donc, comme il y a N spires, le total va être NI. Et voilà, au final, bon, j'utilise le fait que, qu'est-ce qu'on a dit, B fois 2 pi rho égale mu0 fois la somme des courants. Et ça me donne, dans le premier cas, là, quand on est à l'extérieur, ça nous donne un champ qui est nul. Ici, il faudrait écrire à l'extérieur. Et là, à l'intérieur, le champ vaut mu0 ni sur 2 pi rho. Voilà. Bon, je vous dis rapidement encore une fois que si on avait choisi un sens de contour dans l'autre sens, ici on aurait trouvé moins ni, mais la circulation de B, ce ne serait pas B fois 2 pi rho, ce serait moins B fois 2 pi rho. Donc les deux signes moins vont s'éliminer, on trouve le même résultat. Bien. Le champ maintenant à l'intérieur. Voilà, il est donné, sa valeur est donnée par cette relation. Est-ce qu'il est constant? Non, parce qu'il dépend de ρ. Vous voyez la distance à l'axe. Il n'est pas constant. Est-ce qu'il dépend de z? Ben, vous allez me dire non, il n'y a pas de z ici. Oui et non. Regardez, lorsque je regarde ici, c'est-à-dire que si vous prenez le point M, par exemple, au même ρ, vous restez à la même distance de l'axe. Que vous preniez le point ici ou là, tu vois, je veux dire comme ça, sur la direction Z, le champ est le même, il ne varie pas. Oui, mais si vous restez avec le même ρ, mais vous continuez à augmenter Z et vous sortez du cadre, à ce moment-là, le champ B sera nul. D'accord? Donc on va dire que B dépend en fait de Z. Dépend de Z pour savoir si on est dedans ou dehors. Mais tant qu'on est dedans, eh bien, il ne dépend pas de Z. Voilà. Voilà. Et bien, ça termine cet exercice. Il y aura d'autres choses vraiment intéressantes à voir. Théorème d'Ampère. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on a dit? Je ne sais plus ce qu'on a déjà fait. Ah oui, là je suis en train de penser. Vous voyez que si vous prenez ce tore et vous le coupez, vous l'ouvrez, vous allez avoir, enfin s'il était à section circulaire, vous allez avoir un solénoïde fini. Si vous prenez un fini, etc. Et dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais on a déjà vu le solénoïde infini. Oui, mais c'était avec la loi de Biot-Savart. Oui. Ce qui fait penser à vous dire que le champ créé par un solénoïde infini, qu'on a déjà calculé donc avec la loi de Biot-Savart, on peut le calculer directement à partir du théorème d'Ampère. C'est très intéressant à faire aussi. Et on verrait qu'il est constant, etc. C'est très très bien. Ce qui amène en fait à dire une chose, c'est que je crois savoir que en classe prépa, ils font ce genre de choses, mais ils ne font pas la loi de Biot-Savart. La loi de Biot-Savart n'est plus dans le programme, je crois. Voilà. Mais en tout cas, nous, ça nous a donné, donc j'espère d'abord que le théorème d'Ampère vous paraît plus simple et que tout ceci vous a donné envie d'appliquer le théorème d'Ampère dans d'autres situations que vous
que vous pouvez trouver dans plein d'autres endroits. En particulier, bon, dans le Polycope, bien sûr, il y a d'autres exercices qu'on vous propose. Et aussi, n'oubliez pas, c'est une source incroyable d'informations, n'oubliez pas Internet. Hein, vous allez sur Internet, vous avez des fichiers PDF, etc. Vous allez sur YouTube, tout simplement. Vous allez avoir plein de gens qui ont fait des travaux remarquables, qui sont très agréables à suivre. Très bien, merci pour votre attention.